Hello et bienvenue à notre classe numéro 6 ou 7. Bon, vous avez compris, la suivante, quoi. Sur l'éducation. Et on va dédier ce shiur pour la Refoua Shelema Bekarov Bezrat Hashem de Shlomo Ben Frecha et Sadi Bat Rivka, Alexandra Esther Chaya Bat Patricia Luna, Malka Chaya Bat Simi, Franck Nathan Ben Désiré Rivka, Keti Rivka Bat Mesaouda, Tal Yarakov Ben Sarah, Shirayafa Bat Sarah, Aaron Ben Gracia, Linda Sarah Bat Gabi Simcha Bat Kuka, Jonathan Ben Esther, Ruth Mesaouda Bat Sultana, Meir Ben Sari, Adiel Ben Shoshana, Akiva Ben Esther, Jean-Marc Mordechai Ben Arlet Zeina, Odelia Simcha Bat Chana, Abraham Yehoshua Ben Sultana, Eitan Ben Esther, Shlomo Ben Frecha, Jean-Michel Pérez, Joseph Ben Joseph Michal. Anybody else? Est-ce que tu as Patrick dans la liste? Iki Yaakov Ben Simi, Ben Simcha. Tu l'as? On le rajoute. Non, dans celle-là, je les passe. Non. Yaakov Ben Simcha, merci beaucoup. Un bon zivouk, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, il faut vraiment prier fort pour qu'Hachem il accorde un bon zivouk à toutes ces personnes-là. J'en parlais hier avec une dame. C'est tellement difficile et le temps passe tellement vite. Quand nous, on se dit, ah, une année est encore passée, mais imaginez quand on n'a pas trouvé son zivouk et que les années, elles passent et qu'on a la trentaine et la quarantaine, ben, c'est vraiment difficile. Que Hachem, il amène rapidement, Bezrat Hashem, un bon zivouk à toute la liste qu'on va faire. Attends, ok. Sarah Mesaouda Bat Sultana, Shmuel Ben Sarah, David Abraham Ben Gila, Myriam Bat Raya, Yaniv Ben Yona Arlet, Linoy Refaela Bat Esther, Emma Bat Pascal Ruth et Myriam Bat Issa, Natacha Myriam Bat Issa. Et que Hachem amène les bébés en bonne santé pour Efrat Moran Bat Lisa, Mélissa Esther Bat Léa, Sharon Rivka Bat Simcha, Eli Dan Benyamin Ben Esther. Et Lélida Kala, elle a accouché. Est-ce qu'on a quelqu'un pour une Dakala? Oh bah oui, on a Gila. Pardon, pas Gila. On a Laniel aussi. Ah bah oui. Ah oui. Et on va la mettre dans les Refoua Shelema aussi. Tu sais son prénom hébraïque? Aucune idée. On va dire Sarah pour le moment. Doris Bat Gila aussi. Ok. Ok les filles, alors on commence. Bezrat Hashem notre shiur d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez pu regarder, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, le cours de la semaine passée? Et est-ce que vous avez des questions? Non. Eh bien, tant mieux. Alors, on continue. Donc, la semaine passée, on avait ouvert un nouveau chapitre dans notre étude de l'éducation et on parlait de l'importance, la nécessité, l'urgence de faire un télim avant de commencer le shiur. Pardon. Hop. Voilà. La Netzer Mizman le David, Adana Adonai Tishtacheni, Netzer Adana, Tastir et Panecha Mimeni. Adana Ashit et Tzod Benafshi Yagon Bilvavi Yomam Adana Yarum Oevi Alai. Habita Aneni, Adonai Elohai Aira Enai, Ben Nishan Lemavet, Ben Yomar Oevi Yeraltif Tsarai. Yagilu ki emot, va'ani bechazdecha, va'tarti yagel libi bishwatecha, shira l'Adonai ki gemalalei. Alors, donc on disait l'urgence de démontrer avec nos 5 sens, d'accord, et même la pensée, donc le 6e, l'amour, l'affection, on disait, ce n'est pas télépathique, il faut le démontrer, ça se sent, ça se ressent, ça se démontre, ça s'exprime, ok? On parlait des 5 sens, donc je vous rappelle, ok, et on parlait des 4 langages de l'amour, ok, et on parlait de la manière inconditionnelle
conditionnel. C'est pas maman t'aimera davantage si. C'est pas parce que tu as fait ça alors maman ne t'aime pas. D'accord? Et il faut le ressentir. C'est-à-dire que même si ça nous fait de la peine parfois quand les enfants font quelque chose, quand ils grandissent, s'ils se détournent de certaines choses, on doit les aimer de manière inconditionnelle. Inconditionnelle. Je crois que c'était le Rav Kook, il me semble. Je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que c'est le Rav Kook qui avait un enfant parmi ses nombreux enfants qui était sorti du derrière, qui était sorti du chemin. Et un jour, il revient à la maison pour Shabbat. Et c'était un jour où il y avait la belle famille, la future belle famille d'une des filles du Rav Kook qui venait pour le Shabbat. Et ce gosse-là, il n'était pas chômeur Shabbat. Et ça aurait pu être embarrassant, entre guillemets, pour un Rav qui a la nouvelle belle famille qui arrive comme ça, les présentations, d'accord? Et là, on a un électron libre qui arrive, qui ne respecte pas Shabbat et qui le fait savoir. Qu'est-ce qu'il a fait, le Rav Kook? Il l'embrasse, il l'enlace, il le fait venir juste à côté de lui. Il ne le juge pas, il lui dit rien. Quoi, tu es venu en voiture? Il lui dit rien. Mon fils, comme je suis content que tu sois là. Quoi, tu as fait l'effort de venir à Shabbat parce qu'il y a la belle famille la future belle famille de ta soeur qui est là. Mais quelle joie, allez bien, tu rajoutes de la joie à mon Shabbat et il l'assoit à côté de lui, il l'aime, il l'embrasse, il lui tient la main, il le serre et lui fait sentir que mais ça ne change rien tout ça. Tes actions, elles ne changent rien. Ce que j'aime inconditionnellement, c'est toi, c'est ta neshama. Et le fils de ce Rav, il va revenir, Poderer à Torah, Baruch Hashem, et il va dire, c'est grâce à l'amour inconditionnel de mon père, de mes parents, que je suis là. Parce que j'ai senti que peu importe ce que je faisais, en fait, parce que parfois les enfants sont amenés à faire certaines choses, soit par pression extérieure, soit parce qu'ils ont envie de choisir leur propre chemin parfois. Ou de se dire, mais attends, finalement, est-ce que c'est moi cette connexion à Dieu ou est-ce que c'est celle que mes parents ils m'ont donnée parce qu'eux, ils ont décidé que. D'accord? Parfois, ils vont se rechercher des choses, soit dans la rochniut, soit dans la recherche spirituelle ou même dans d'autres choses. Peut-être ils vont partir, je ne sais pas moi, en Chine ou je ne sais pas trop quoi, d'accord? Ils vont aller faire quelque chose complètement différent de ce qu'on attendait d'eux. Pourquoi? Parce que parfois, ils ont besoin de prendre cette distance pour se construire, pour avoir l'impression qu'ils font leur propre choix, pour avoir ce sentiment de libre arbitre. D'accord? Eh bien, ce n'est pas grave. Si on les aime de manière inconditionnelle, même dans ces moments-là, où pourtant, ce n'est pas facile comme parent, en tant que parent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas bien fait, ça veut dire qu'on ne leur a pas transmis ce qu'il fallait, ça veut dire parfois que ça peut nous faire honte, chez l'âme, qu'ils soient différents de ce que nous, on a construit. On doit les aimer de manière inconditionnelle. Et le fait de démontrer ça, c'est ça la solution à leurs problèmes. Et c'est comme ça qu'ils reviendront. D'accord? C'est très intéressant. En tout cas. Donc, attends. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Ah oui, sans limitation. OK, sans limitation, mais alors on voyait la semaine passée. Et qu'en est-il de la gâterie? On a vu ça ou pas, la gâterie? Je crois que oui. Hein? OK, donc on disait gâter et aimer de manière sans limite, c'est deux choses totalement différentes. Parce que j'aime sans limite, d'abord, ce n'est pas forcément matériel, alors que la gâterie, elle est matérielle. Et qu'ensuite, la gâterie, c'est une question de discipline. Ce n'est pas une question d'amour. C'est un problème de discipline. OK? Ensuite, on était en train de parler que chaque génération, donc aujourd'hui, on va découvrir en fait que derrière la notion d'affection, qui est un don par excellence, se cachent de véritables trésors de bienfaits pour l'enfant. Pourquoi? Parce que c'est vrai que parfois, nos parents ils nous disent comment vous élevez vos enfants. Nous, on a été élevés à la dure et ça marchait très bien. On avait du respect pour nos parents. Jamais on aurait parlé comme ça à nos parents ou à nos grands-parents aussi. Ou ça. C'est vrai, sauf que ce n'est pas la même génération. Le Rav Jacobson, il dit, quand bien même ça aurait fonctionné pour la génération précédente d'avoir été élevé à la dure, d'accord, on ne peut jamais transposer systématiquement des modèles valables pour les époques précédentes à l'époque actuelle. Et ce, quelle que soit l'époque actuelle. D'accord? Et c'est pour ça que la Torah, elle donne que très peu de halachot en ce qui concerne l'éducation.
Parce qu'en fait, l'éducation, elle doit être flexible. Elle doit s'adapter à la génération actuelle et au challenge de la génération actuelle. Même à l'enfant. Et en plus à l'enfant, exactement. Tu ne vas pas éduquer de la même manière chaque enfant. Il y a le Rav Wolbe, il a un livre magnifique. Je vais vous dire le nom, c'est un rapport avec la plante. Tu te souviens le nom? Mince, j'ai tout à l'heure. Bon, bref, je vous donnerai tout à l'heure, ça me sort de la tête. En tout cas, dans lequel il dit à quel point chaque enfant, il faut lui parler différemment. Il faut adapter son langage et son comportement éducatif envers l'enfant, même s'il y a des choses de base qui vont être les mêmes, plus ou moins, mais chaque personne, il va falloir lui adapter, en fait, même la tonalité. Même donner peut-être un peu plus quand on va parler des 5 sens, quand on utilise les 5 sens. Mais il y en a un qui va avoir besoin d'être plus touché, l'autre d'être moins touché, mais d'être plus écouté, l'autre d'avoir plus de boulettes, l'autre d'accord. Chacun, il va avoir son truc. Chaque génération, nous dit le Chazon-Ish, chaque génération comporte ses challenges, ses défis, bon, ce n'est pas dans les mots du Chazon-Ish, c'est ce qu'il enseigne, ses carences, et surtout, chaque enfant est unique. Il est un monde entier à lui tout seul. Le Chazon-Ish Zatzal en personne, il nous dit « Votre arrière-grand-père voyageait-il en voiture? Écrivait-il avec un stylo ou avec une plume? Vous voyez bien, de même que le contexte de vie change, de même, l'approche éducative doit-elle pallier aux défis contemporains. » D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est le Rav Jacobson qui le retrace dans un de ses ouvrages. C'est vraiment important, en fait, de comprendre ça. C'est vraiment important. On sait que chaque enfant est un individu, est un monde, d'accord? Et en même temps, c'est pas évident d'aller réfléchir à comment est-ce que lui, je vais lui donner exactement ce dont il a besoin. Ok? Donc, on ne peut pas, en effet, appliquer des recettes toutes prêtes pour tout le monde. Ça ne fonctionne pas. Et encore moins celles des générations passées. Il faut prendre en compte les challenges de cette génération-ci. Alors, qu'est-ce qui se passe justement dans cette génération-ci? On a une société qui nous fait marcher à 100 000 à l'heure. Okay? Et comme notre corps d'être humain, il n'est pas fait pour marcher à 100 000 à l'heure, le seul moment dans lequel il est fait pour marcher à 100 000 à l'heure, c'est quoi? Dans le fight or flight, or fly, dans le non, c'est quand on a peur, ok, et qu'on doit soit combattre, soit fuir. Ok, c'est les seules solutions qu'on a. Qu'est-ce qui se passe? Quand on a peur, eh bien, ou quand on a une forme d'appréhension, de crainte, de stress, d'accord? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a en nous un mécanisme, ça s'appelle le système neurologique sympathique. Ok, il est sympathique. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se met en route pour accélérer notre rythme cardiaque. Pourquoi? Parce que si je suis dans la savane et que je vois un lion face à moi et que je lui fais petit mignon, 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 comme tu es mignon, d'accord? Je vais me faire dévorer. Donc, Hachem, il a fait que j'ai peur. Et lorsque j'ai peur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mon corps va sécréter des hormones de la peur qui vont être l'adrénaline, d'accord? Qui vont être la cortisol, qui vont faire accélérer mon rythme cardiaque et qui vont permettre à mes muscles principaux, donc les jambes, les bras, d'accord? Eh bien, de courir pour fuir ou alors d'attaquer, d'accord? Et le fait que je vais avoir cet oxygène plus rapide qui va arriver et ce sucre qui va permettre de donner de la force à mes muscles, d'accord? Ça met en fait le corps en action. Sauf que, et là, je marche à 100 000%, à 100 000 km à l'heure. Sauf que le problème, c'est que dans la société dans laquelle on est, on nous demande ça tout le temps. Il faut être un achiever. If you're not an achiever, you're a loser. On nous demande de faire 50 salades et en même temps aller chercher les enfants à l'école et en même temps préparer un truc pour, je ne sais pas quoi, d'accord, de participer à une bonne action, d'aller faire du volontariat, d'aller travailler parfois, d'aller préparer un chiour, d'aller faire
on sait plus, il n'y a plus une seconde pour soi. D'accord? Cette société, elle nous met dans un stress ambiant. Et les enfants, ils ont exactement la même chose. Ils le ressentent exactement pareil. Et ce stress ambiant, en fait, eh bien, il va contribuer chez l'enfant en particulier à développer cette sensation d'être non seulement agressé, parce que face à soi, on a un agresseur, puisque nous, en tant qu'adultes, ou en tant qu'adulte, par exemple, quand on est dans ce mode 100 000 à l'heure, on est en fait en mode de combat. Donc, quand on est en mode de combat, on est en mode d'agression, ok? De défense ou d'agression, ok? Donc, ils ont face à eux quelqu'un qui va avoir des tonalités et même un rythme cardiaque de quelqu'un qui est un agresseur. Donc, il se sent agressé et il se sent rejeté. Il ne se sent pas désiré. Ok? C'est pas tout le temps, mais ça peut arriver. C'est quelque chose qui est latent, qui est sous-jacent dans notre mode de vie actuel. Et donc, le Rav, il nous dit quoi? Mais du coup, il faut encore plus redoubler d'amour. Encore plus prendre conscience qu'il faut faire redescendre et faire jouer le système neurologique parasympathique, c'est-à-dire respirer, faire de la cohérence cardiaque, faire des exercices de respiration, aller marcher au bord de la mer pour avoir des ions négatifs pour calm down, faire de la méditation, prier, lire des Tehillim, se connecter à Hachem, prier pour qu'Hachem nous envoie de la sérénité, du shalom, de la paix, se sentir bien, pour apaiser un petit peu ce sentiment tellement fort de stress qui est vraiment inhérent à l'époque dans laquelle on vit, à la société dans laquelle on vit. Et en plus, c'est encore plus accentué par le fait que l'enfant, il a une perception très égocentrique des choses. Le monde, il tourne autour de lui, en fait. Et c'est normal. D'ailleurs, même comment ça s'appelle, les publicitaires, ils utilisent beaucoup ça. Bisly, d'accord? On utilise le i. Dans plein de trucs, c'est à moi. C'est le mien. Je suis le centre du monde. Pour un enfant, il est le centre du monde, d'accord? Parfois, il y a même des grands enfants qui continuent à être égocentriques quand ils grandissent et deviennent des adultes. Et le Rav nous dit, jusqu'à environ 7-8 ans, il y a en effet une perception égocentrique de son environnement. Et il nous dit, l'égocentrisme se manifeste dans le jeu symbolique de cache-cache, par exemple, où l'enfant cache ses propres yeux et il se dit, puisque moi, je ne le vois pas, alors lui ne me voit pas non plus. Jusqu'à 7-8 ans, avec des stages différents, bien évidemment, avec des étapes différentes, dans la compréhension de l'autre, du monde, d'accord? Il dit, il a l'impression que tout ce qui se passe autour de lui est de facto un rapport avec lui. Donc, quand sa mère, elle est stressée, quand sa mère, elle est triste, quand sa mère, elle est angoissée, quand sa mère, elle crie, quand sa mère, elle pleure, c'est forcément à cause de lui. Puisque le monde évolue autour de son ego jusqu'à 7-8 ans. Et parfois, ça peut s'étaler un peu plus tard, d'accord? Donc, en lui, il peut se dire, mais maman, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pu dire à maman pour qu'elle pleure? Qu'est-ce que j'ai fait pour que maman elle soit stressée comme ça? Alors que ça n'a rien à voir. Parfois, on est stressé parce qu'il y a des embouteillages. Parfois, on est stressé parce qu'on a peur d'être en retard à l'école. Parfois, on est stressé parce que ci, parce que ça. Ça n'a rien à voir avec eux, les pauvres chéris. Mais avec leur perception du monde égocentrique, ils se disent tout simplement, waouh, je ne suis pas un bon fils, je ne suis pas une bonne fille, parce que maman, elle n'est pas contente. Elle est stressée, elle est angoissée, elle est... OK? Donc, en gros, il va toujours avoir l'impression que c'est de sa faute. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, le Rav Jacobson dit, il faut absolument comprendre qu'avec le stress ambiant, avec la génération dans laquelle on vit, eh bien, les enfants, ils partent avec un déficit affectif. OK? Et il dit encore pire, il dit le plus triste, c'est qu'on s'est habitué à ces standards. On s'est habitué à ça. Mais il dit, il faut vraiment avoir conscience qu'il y a un manque affectif, un vrai déficit affectif de base. On arrive au monde, il y a déjà -10, d'accord?
On n'est pas à 0. On est déjà à -10. Et donc, il nous dit, il va falloir mettre les bouchées doubles en termes d'affection pour rééquilibrer la situation. Et on le voit malgré tout, on le sent en tant que mère, parce qu'on déborde beaucoup plus d'affection, peut-être en tout cas de démonstration d'affection que nos parents avaient pour nous à l'époque. Nos parents, ils avaient peut-être moins besoin de nous dire « je t'aime », mon amour, je t'aime, mon truc. Est-ce que vous avez déjà entendu vos parents, quand vous étiez petits, vous dire « je t'aime » C'était quelque chose qui était courant ou pas? Ou vous le ressentiez de toute manière, mais le dire, par exemple. Non, pas beaucoup. Moi, ma mère, beaucoup, mais mon père, pas du tout, par contre. Ma grand-mère me disait. Ta grand-mère, mais Ouais. tes parents. Mes parents. Ça dépend qui est tunisien, qui est marocain. Voilà, exact. Peut-être. Non, je pense que même chez les Tunisiens, moi, je vois mes beaux-parents, ils sont tunisiens. Ah, tu penses que... Ouais, tunisien, ils le disaient facilement. Oui. Ben non. Oui, je pense. Ça ne se disait pas. Ça ne se disait pas facilement. Et il y a autre chose, c'est que dans un cas où il y a un déficit, un des parents, justement, soit n'est pas présent, soit les parents sont divorcés, le père est moins présent dans la vie, soit il y a un déficit parce qu'un des parents est très froid ou a eu lui-même des difficultés à exprimer ses émotions, alors l'autre parent, il peut combler ce déficit en accentuant, exactement comme nous, on va le faire naturellement dans cette génération parce qu'on sent qu'il y a un déficit affectif. Donc, si on a par exemple un parent qui, dans une génération où ça ne se faisait pas trop de dire « je t'aime », c'était une évidence, on le montrait, mais on était pudique avec les mots. D'accord? Eh bien, le fait de le dire, ça voulait dire, OK, il y a un déficit, je vais redoubler. Cet enfant-là, il a besoin d'entendre le « je t'aime ». Et une maman, elle a ce 6e sens. Hachem, il a donné la bina à la femme pour discerner celui qui a besoin de ci et celui qui a besoin de ça, et qu'on puisse exactement faire la bonne recette pour chaque enfant. OK? Il est 12h30. Est-ce que vous voulez qu'on continue un petit peu? Ouais? C'est OK? Moi, je vais y aller. J'ai un rendez-vous pour aller voir une maison. Alors, vas-y. Gros bisous et Baslacha, Bezrat Hashem. À toutes. Bye. On est maintenant, en fait... Ah ouais. Alors, on va s'arrêter sur ce chapitre, mais je vais juste terminer sur une théorie qui s'appelle la théorie de l'attachement, qui est vraiment une théorie très intéressante. C'est une théorie qui a été développée par, j'ai un problème avec les noms de famille, donc c'est Bowley, je crois. Je vous donnerai exactement, c'est Charles Bowley, je crois, ou Blowy, non Bowley. Bon bref, anyway, je vous donnerai exactement le psychologue qui a développé ça. Et c'est très intéressant, il dit quelque chose que la Torah dit depuis des millénaires. L'être humain a un besoin vital de l'autre. Des études scientifiques ont été faites, ce qui est horrible d'ailleurs, mais bon, ça prouve ça malheureusement. Si tu enlèves un nouveau-né et que tu le laisses, tu lui donnes à manger, mais tu le laisses sans affection, C'est ce qu'ils ont fait les nazis, malheureusement. il meurt. Parce qu'un être humain a besoin d'attachement affectif. Okay? Et cet attachement affectif, il va même être déterminant dans sa relation à lui-même, quand il grandit, dans sa relation à l'autre, et donc dans sa relation, non seulement l'autre, il inclut le mari ou la femme, il inclut les enfants, il inclut les groupes, la société, d'accord? Et il nous dit, il y a 3 formes d'attachement. Il y a l'attachement secure, qui est l'attachement en fait où on va avoir un bon attachement à une personne, on va recevoir de l'affection, on va se sentir en sécurité, on va se sentir aimé. Et on le voit très souvent, par exemple, un des tests qui a été fait pour ça, une des études qui a été faite, c'est sur un petit enfant qui joue dans une salle où il y a donc une caméra qui le regarde, d'accord? Il est avec sa maman. Et pendant un petit moment, c'est un enfant qui doit avoir 9-10 mois, quelque chose comme ça, ou 1 an maximum. Il est en train de jouer avec des petits cubes et la maman, elle lui dit « Tu vois mon amour, regarde le petit cube ». Donc la maman interagit avec l'enfant, on voit l'enfant qui sourit et l'enfant qui regarde sa maman, d'accord? De temps en temps, quand elle introduit un nouveau jouet, il regarde sa maman. Et après une demi-heure, il y a une étrangère qui arrive,
ok, et qui vient s'asseoir à côté de la maman. La maman continue à jouer avec son enfant, mais l'enfant regarde l'étrangère, comme ça, parce qu'il remarque qu'il y a quelque chose d'étranger à son environnement, quelqu'un qu'il ne connaît pas. Okay. Et ensuite, il va regarder sa maman. Pourquoi? Ça, c'est une réaction tout à fait humaine. C'est-à-dire que je suis un enfant, il y a un élément étranger qui est un potentiel danger, je vais aller regarder, rechercher de la sécurité chez mon parent. En fonction de la réaction du parent, ça va imprimer dans l'enfant un type d'attachement. Si la mère est là, présente, d'accord, et qu'elle montre une forme de sécurité, de protection, d'accord, et donc elle s'attache de manière safe, secure à son enfant, elle lui montre qu'elle lui offre un protecteur. Ah, tu demandes qui est la dame? La dame, c'est une dame qui va venir. Tout à l'heure, elle va venir jouer un peu avec toi, d'accord? Parce qu'elle est là pour étudier nos comportements, par exemple, d'accord? Alors, l'enfant, il va développer un attachement de type sécurisé. Et dans sa vie, eh bien, il aura peut-être plus de confiance en lui. Il aura confiance aussi dans son époux, confiance dans les autres personnes autour. Ensuite, il y a un deuxième type d'attachement qui est l'attachement anxious, d'anxiété. C'est-à-dire que dans le cas où cet enfant voit cet étranger arriver, il se retrouve vers son parent. Et son parent, lui, ne répond pas de manière sécurisante. À ce moment-là, l'enfant, il peut ressentir une inquiétude. D'accord? Peut-être que ça va être un parent qui va créer, en fait, pardon, un enfant qui va du coup développer une anxiété dans son lien affectif. Ça peut faire, par exemple, des personnes qui vont être dépendantes affectivement de l'autre. Je vois parfois des dames qui viennent me poser des questions par rapport au Shalom Bayit ou quoi, et elles me disent, mais tu comprends, moi, c'est très dur quand mon mari ne m'appelle pas du tout la journée, je me dis peut-être qu'il ne pense pas à moi, peut-être que si, peut-être que ça. Elles ont cette blessure en elles de rejet ou d'abandon qui est liée peut-être à quelque chose de précédent encore, mais qui est aussi liée à cet attachement, à ce moment où se crée l'attachement avec son parent quand on est enfant. D'accord? Et en fonction de la réponse qu'elle aura eue, eh bien, elle aura développé une anxiété ou pas. Okay? Et ensuite, il y a encore un autre niveau, un autre style d'attachement, c'est l'attachement avoidance, c'est-à-dire qui évite. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le parent, il n'a même pas prêté attention à l'enfant. Il n'a même pas vu que l'enfant, il s'est retourné vers lui. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? L'enfant, en fait, à chaque fois qu'il va aller chercher pour la sécurité du parent, chercher pour l'affectivité du parent, le parent, lui, il lit dans l'ignorance. Vous pouvez trouver ces vidéos d'ailleurs sur YouTube. Hein. C'est très intéressant sur la attachment theory et les différents styles. C'est vraiment sympa de voir parce que vous voyez vraiment la tête de l'enfant. Par exemple, une maman qui est en train de parler, elle communique normalement avec son bébé. Et pour l'étude, d'accord, qui est faite sur l'étude scientifique qui est faite sur la théorie d'attachement, elle doit à un moment, lorsque son bébé la cherche comme ça pour jouer avec elle, elle doit détourner le regard. OK? Et donc, on voit comment est-ce que l'enfant va réagir à ça. Au départ, il cherche. Ensuite, il voit que la maman ne répond pas. Donc, il va faire « Hé !» Comme ça, il va essayer de l'appeler avec des bruits. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il va commencer à pleurer et à crier et à se mettre en colère. Et une fois que la maman reprend le contact, alors à ce moment-là, en fait, il y a une forme de comment est-ce qu'on dit? De rassurance, mais en même temps avec une forme de négativité. D'accord? Et cette manière-là va se reproduire dans le futur. C'est-à-dire que cette personne qui a cet attachement de type avoidant, qui a eu une relation avec des gens qui étaient avoidant, qui évitaient finalement l'attachement, eh bien, elle va peut-être se retrouver dans une situation où elle va se mettre avec un mari qui est pareil.
Attends, Esther, moi j'ai une question. Ouais. Quand est-ce que enfin, je fais attention à ma fille, j'en ai qu'une grâce à Dieu, mais jusqu'à quel âge ça crée pas? Tu vois ce que tu dis, c'est qu'à la fin, les femmes elles peuvent être dépendantes, mais quand est-ce qu'on passe ce cap où elles deviennent dépendantes? Tu vois, ça veut dire si tu fais des erreurs à chaque fois et que tu fais pas attention à ton enfant, il a 8 ans, il a 9 ans, il a 10 ans, à quel âge tu peux plus retourner en arrière? Alors d'abord, tu n'étais pas là hier au cours du rêve, mais il y a jamais rien de définitif. Hier matin, Et hier matin, j'étais là. Bah, bien sûr. Il y a quelqu'un qui a oublié son châle hier matin et un autre châle hier soir. Bon, je ne sais pas qui c'est, mais on verra. Alors, elle a dit qu'on monte au qu'est-ce combat. qu'il a dit? On redémarre à chaque instant. C'est-à-dire que même une personne qui a vécu tout ça, d'accord, elle a la possibilité, d'accord, d'aller recommencer un nouvel attachement. Mais si elle s'attache à la bonne personne, c'est Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il n'y a que lui qui peut l'aider. Ouais, c'est ça. Logiquement, dans la logique de toute chose, c'est très compliqué d'aller travailler sur les blessures de son âme, d'accord, sur le sentiment d'abandon, sur le sentiment de rejet. C'est très compliqué. Mais en même temps, c'est tout à fait possible. Parce que rien n'est impossible. Je te dis ça parce que tout le monde élève ses enfants d'une façon, on essaye la mieux possible, on fait tous de son mieux. Sauf qu'il peut y avoir des moments sur la route où tu fais des erreurs et après tu dis, tu vois, j'aurais pas dû faire ça, etc. Et c'est vrai que c'est plus dur à récupérer. Non. Il y a le principe de teshuva, tout est OK, il y a des choses qui ont un impact, mais tu peux en parler à ton enfant. Et puis de toute manière, il y a quelque chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que nous, on n'est que des facteurs. On n'est pas celui qui envoie la lettre. On n'est que le facteur qui vient délivrer la lettre. C'est qu'on on fait parfois des choses, d'accord, mais cette personne qui reçoit cette chose, elle devait la recevoir de toute manière. Nous, on a décidé de le faire, mais elle aurait reçu de toute manière. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas moi qui... De toute façon, on ne peut rien changer, on est dans... Si ça n'avait pas été moi le facteur de cette lettre pour cette personne, il y aurait eu un autre facteur qui aurait délivré cette lettre. Après, ça veut dire que moi, j'aurais à rendre des comptes sur moi, ce que j'ai fait, dans le bien comme dans le pas bien d'ailleurs. D'accord? Mais j'aurais des comptes à rendre sur moi, ce que j'ai décidé de faire ou pas. C'était pas bien, je l'ai fait. OK. J'aurais dû fermer ma bouche et ne pas lui dire que c'est une grosse idiote. Parce que j'ai fait du mal à quelqu'un. Mais cette grosse idiote, elle devait l'entendre que c'est une grosse idiote. D'accord? C'est comme ça. Mais j'aurais pu, ma mission, ça aurait été de ne pas le dire. D'accord? J'aurais dû, moi, ne pas le dire. Mais si je l'ai dit, malgré ce que j'aurais dû faire, elle devait l'entendre. J'ai une question. Ça ne doit pas justifier nos choix. Hein. Sur la théorie de l'attachement, donc c'est le moment où il y a l'indifférence. Tu parles que c'est quelque chose de récurrent. Si par exemple, ton enfant il fait un tantrum et tu le laisses pleurer, tu le monde de l'indifférence. Bien sûr. Il n'y a pas de problème. Là, c'est une question de discipline. Donc, c'est encore différent. On parle de personnes qui ont reçu à la maison. En fait, le sentiment d'attachement, il peut être aussi une perception. C'est parfois pas forcément... Bien sûr que aujourd'hui, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir une génération d'enfants qui vont être des enfants qui vont être dépendants affectivement. Pourquoi? Oui, chérie. Ouais, attends, 2 secondes, mon ange. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a une forme de désintérêt de l'enfant lorsque on est en train de faire quelque chose d'autre. Et comme on est dans une société où on doit achever des choses, où on doit accomplir plein de trucs, où en même temps on doit répondre à des téléphones et des trucs, et ça ne s'arrête pas. Donc oui, parfois, on peut être avoidant somehow, without really wanting to be. Parce qu'en réalité, j'ai envie d'être avec mon enfant, mais juste, attends, là, je suis en train de faire 50 trucs en même temps. Alors, justement, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on peut réparer ça, puisqu'on peut faire différemment. Et ce n'est pas parce que j'ai fait ça hier que je peux le refaire aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, je vais décider de le faire autrement. Tu sais quoi, en fait, attends, tu as raison, chérie. Soit tu lui dis carrément, attends, mon amour, tu sais quoi, donne-moi 5 minutes. Je termine ce que je suis en train de faire, mais après, dans 5 minutes, je suis avec toi.
tu termines ce que tu dois faire. Parce que parfois, tu dois travailler, parce que parfois, tu as un truc, tu as du lait sur le feu, je ne sais pas, tu as un truc qui vraiment a besoin de ton attention. Tu ne peux pas être tout le temps disponible. Tu poses ton truc. Alors, mon amour, vas-y, dis-moi. Tu te tournes vers lui. Tu le regardes dans les yeux. Et tu l'écoutes. Et tu es là. Et tu lui accordes ce dont il a besoin. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Parce que l'attachement, il est réel. Et l'enfant, il doit aussi comprendre, et il le comprendra en grandissant aussi, que il y a des moments, oui, maman, elle doit faire autre chose. On ne peut pas être Moi, des fois, j'ai toujours du mal parce qu'ils veulent tous me parler en même temps. en même temps. Et tu fais les devoirs avec un, après tu as les trois, ils sont tous là, et maman, tu vois que c'est ce jour, et maman dit, et puis tu sais plus quoi faire, quoi. Bien sûr. Bien sûr, il faut donner, il faut organiser. Ouais. Ok, alors attends. Là, je fais les devoirs avec Sarah. Aaron, dans 5 minutes, je suis à toi. Sarah, on règle ça, ça, ça. Pendant que je vois ça avec Aaron, toi, tu me fais cet exercice et cet exercice. Ok? Vas-y, alors Aaron, chérie, qu'est-ce que tu veux? Tu vois? Mais c'est vrai que c'est dur. Parce que d'abord, tu as des âges différents. Donc, Yael et la petite Ayala, elles ne vont pas forcément comprendre. Attends, maman, elle te revient dans 5 minutes. Tu vois? Yael, elle a quel âge maintenant? 4 ans. 4 ans et demi. Alors, du coup, oui, forcément, c'est vrai qu'il y a un moment, elles vont te dire, mais maman, 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 parce qu'elles ne comprennent pas. Je vois Sarah Simra, alors je vais l'apprendre, qu'elle me sente avec elle, d'accord? Mais en même temps, je vais faire les devoirs avec David. Je lui dis, mon ange, regarde, maman, elle te prend avec elle, ok? Mais je dois faire les devoirs avec David. Donc, toi, si tu veux, tu t'assois. Là, par exemple, hier soir, j'étais en train de travailler sur un truc, hier après-midi, pardon, et Sarah, elle rentrait de l'école et elle voulait absolument être à côté de moi. Alors, je l'ai assise ici, je lui ai donné un puzzle, d'accord? Et je lui ai dit, tu dessines, maman, elle travaille, toi, tu travailles aussi de ton côté. Après, maman, elle t'emmène, on va manger une petite glace, on va faire un truc toutes les deux. Mais à partir du moment où tu lui accordes le temps d'attachement, entre guillemets, c'est-à-dire son importance à elle, et que tu lui expliques, voilà, maman, là, maintenant, elle n'est pas dispo. D'accord? Mais ce n'est pas que je m'en fiche de toi. C'est juste que j'ai ce truc à régler. Toi, tu es ma priorité. Bien, on reste à côté l'une de l'autre. Il faut trouver toujours un moyen de faire que le lien, il ne se sente pas déconnecté. Que l'enfant ne sente pas que le lien avec le parent est déconnecté. Ouais. Mais bon, des fois, il faut que je m'enferme dans une chambre avec un pour faire les devoirs, quoi. Bien sûr. Pas non plus avoir, c'est pour ça que du coup, à ce moment-là, tu as une nana super sympa, je ne sais pas si tu as toujours Gabriella ouais. ou pas, mais qui vient et qui dit, OK, les petits, allez hop, on y va, on va faire, ou une jeune fille qui peut aider. Voilà, je parlais avec une de mes copines qui a aussi des enfants un peu plus grands et des enfants un peu plus petits. Elle a trouvé une voisine qui vient et à l'heure des devoirs, elle prend les toutes petites, elle joue avec les petites et les petites, elles sont super contentes parce que c'est une petite jeune fille rigolote et tout. Et du coup, elle fait les devoirs avec les grands parce qu'elle ne peut pas. Et puis, il faut savoir, ce que je disais une fois à une de mes amies, que les jeunes filles de Beth Yaakov, par exemple, d'accord, eh bien, ça fait partie de leurs obligations de faire des heures de chesed. Alors, autant qu'on en profite, ça arrange tout le monde. Elles vont faire des heures de chesed chez une maman qui a besoin d'aide, d'accord? Parce qu'elle vient d'accoucher, parce qu'elle a des petits-enfants et des grands-enfants, parce qu'il y en a un qui court de partout, qui rentre partout au moment où… D'accord. Nous, on est perdus et elles ont besoin de faire ces heures de chesed. Eh bien, elles sont là pour nous. Et c'est ce que j'ai expliqué ce matin à une autre dame, c'est qu'en fait, à Kadosh Baruch Hu, pourquoi parfois on se dit, mais Hachem, pourquoi tu m'as mis dans cette situation? Mais tu vois bien que je ne m'en sors pas toute seule, comment je vais faire? En effet, tu t'en sors pas toute seule. Parce que le but, c'est que tu ne sois pas toute seule. Tu as d'autres femmes autour de toi. Et on est là pour s'entraider. Mais comment je vais faire? Je viens d'accoucher, je n'ai pas ma mère. Ah, il y a le milk train. Il y a tout le temps quelqu'un qui va venir et qui va. Et s'il n'y a pas, appelle. Tu sais quoi? J'arrive pas, en fait. Je m'en sors pas. Est-ce que tu peux m'aider? Tu peux voir s'il n'y a pas d'autres femmes qui peuvent éventuellement m'aider, je ne sais pas, aller chercher les enfants à l'école une fois de temps en temps ou quoi. J'y arrive pas. C'est OK d'être vulnérable avec nos sœurs, entre guillemets. D'accord? Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné un super exemple, c'est la tzedaka. Qu'est-ce que c'est que cette tzedaka? D'où ça vient la tzedaka? Le mot tzedek, c'est quoi? C'est la justice. C'est-à-dire que la justice, c'est pas qu'on va prendre Madame Benguigui, Madame Cohen et Madame, comment est-ce qu'on va l'appeler? Je ne sais pas, Twitou, d'accord? Elles reçoivent chacune
$100, $20 et $80. Non, c'est pas ça. Madame Twitou, qui est au milieu, qui doit recevoir $20, c'est ce qu'elle doit recevoir à la fin, c'est ce qu'Hachem il a déterminé pour sa parnassa Rosh Hashanah. Eh bien, Madame Twitou, d'accord, elle va recevoir 0. Et Madame Benguigui, qui, elle, doit recevoir normalement que $100, elle reçoit 120. Et la tzedaka, la justice, c'est ça. Ça veut dire qu'il y en a une qui reçoit 0 et l'autre, elle reçoit 120. Et que celle de 120, en réalité, elle doit recevoir que 100. Les 20 supplémentaires, ce n'est pas à elle, c'est à Madame Twitou. Et la juste manière de faire dans ce monde, c'est que Madame Benguigui, elle doit donner ses $20 à Madame Twitou. Est-ce que nous, on trouverait ça juste avec nos yeux d'être humain? Non, c'est pas juste. Pourquoi celle-là, elle crève de faim et celle-là, regarde, elle a $120? Parce qu'Hachem, il veut que celle-là, elle donne à l'autre. Et pourquoi? Parce qu'encore une fois, lorsque je donne à l'autre, je crée un kécher avec cette personne. Lorsque je donne have, je crée de la ahava, de l'amour. Comment est-ce que je vais faire pour que Am Israël se comporte comme Am Echad? Un seul et même peuple, une seule et même personne. Comment est-ce que je vais faire pour que les gens y comprennent que ce que tu as toi et ce que tu as toi, c'est juste. Exactement juste. Toi, tu dois donner à celle-là. C'est elle qui doit te donner. Et toi, tu donneras autre chose en échange à quelqu'un d'autre. Et cette interaction et ces dons créent la Ahavat Israël, créent Am Israël, créent ce lien incroyable. Lorsque j'accepte d'être vulnérable avec une autre juive, en réalité, je lui donne l'opportunité de créer un lien d'amour avec moi. Lorsque je dis à quelqu'un, tu sais quoi? Ouais, j'ai besoin de toi en fait. J'ai besoin que tu m'en aies un service. Parce que ce n'est pas que de l'argent. Ça va être un service, ça va être une parole. Est-ce que tu peux m'aider à lire les télim? Je ne m'en sors pas. J'ai 5 télim aujourd'hui, je n'ai pas le temps, je suis dans la voiture, il va bientôt faire nuit. Tu peux prendre un télim, s'il te plaît? Bien sûr, je le fais. Allez hop. Et bien en fait, tu es en train de faire de la Ahavat Israël. Tu es en train de raviver le feu qui nourrit notre amour les uns des autres. Donc, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Voilà les filles. Alors, Shabbat Shalom. Pensez là-dessus. Merci, Esther. Le cours qu'on